subvention de l'État pour l'organisation du pèlerinage à la Mecque, Hajj, édition 2025. Dans le but de garantir aux pèlerins de notre pays la qualité des prestations pendant leur séjour sur les différents sites en Arabie Saoudite, le gouvernement a réclamé que soit mis en place un certain nombre de commodités relatives à la sécurité, l'hébergement, la restauration et le transport urbain. Ainsi, ils bénéficieront d'un meilleur confort pendant leur séjour, s'agissant du logement, de même que des services de la catégorie B au lieu de D sur les sites de Mina et de Arafat. Sont en outre concernés le logement à la Mecque et à Médine, la restauration en ces lieux, le transport par bus pour les trajets nécessaires au rite du Hajj, les prestations des guides et diverses autres convenances, compte non tenu des questions de visa et d'assurance. La prise en compte de l'expression de ces besoins a nécessité des ressources complémentaires que l'État prend en charge afin de permettre aux pèlerins de ne pas débourser plus que l'année dernière et aux fins de susciter, entre autres, la participation d'un plus grand nombre de fidèles musulmans à l'accomplissement de ce pilier fondamental de l'islam. C'est pourquoi le Conseil s'est prononcé favorablement pour une subvention d'un montant de 710 649 400 francs CFA au profit de l'organisation du pèlerinage. Mise en œuvre des transferts monétaires conditionnels aux filles bénéficiaires du projet Suède sur la période de janvier à juin 2025. Après 5 ans de mise en œuvre, le dit projet est arrivé à terme le 31 décembre 2024. Entre-temps, pour l'année scolaire 2024-2025, il a permis de fournir aux filles bénéficiaires 33 000 kits scolaires en septembre 2024. Grâce à cet apport en ressources financières, il a été observé que le taux d'achèvement des cours par les apprenantes bénéficiaires est de 97% en moyenne. Mais en raison de la clôture du projet, celles-ci n'ont pas pu recevoir les transferts monétaires conditionnels qui accompagnent les kits et leur permettent d'avoir les moyens de subsistance. Aussi, le Conseil a-t-il marqué son accord pour la poursuite de cette opération au profit des 29 272 filles bénéficiaires des transferts monétaires conditionnels. Il en va de même pour les 261 universitaires boursières des sciences techniques, industrielles et agricoles de janvier à juin 2025, ce qui les maintiendra dans les classes jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance et le ministre de l'Économie et des Finances prendront les dispositions nécessaires en vue de l'opérationnalisation diligente de la mesure. La décision numéro 20-005/AC du 11 mars 2025 portant mise en demeure du média en ligne Bénin Web TV, vu le rapport adopté le 12 mars 2025 relatif à l'autosaisine contre le média en ligne dénommé Bénin Web TV, considérant que dans ces articles publiés les 21 et 23 janvier 2025, le média en ligne Bénin Web TV a fait des allégations tendant à faire croire que la HAC a défendu des chiffres erronés à la commission budgétaire de l'Assemblée nationale le 27 novembre 2024, considérant que lors de la présentation de son projet de budget exercice 2025, la HAC n'a défendu aucun chiffre erroné et que son président n'a jamais exigé un autre véhicule de fonction, considérant que, sans attendre la notification de la décision numéro 25009/AC du 11 mars 2025, lue devant lui, M. Paul Arnaud Deguenon a récidivé le même jour dans ses accusations sans fondement contre la HAC et s'en est pris vertement à l'institution sur son site. Considérant que l'intéressé au cours de son audition publique avait confessé avoir des difficultés dans l'usage à bon escient des mots, considérant qu'au surplus, le promoteur du média en ligne a reconnu ignorer les procédures budgétaires et parlementaires, la plénière, après en avoir délibéré, décide. Article 1er.
Le média en ligne Bénin Web TV est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Article 2. La carte de presse de M. Paul Arnaud Deguenon, promoteur de médias en ligne Bénin Web TV, est retirée. Il ne doit plus se faire prévaloir de sa carte de journaliste sous peine de subir la rigueur de la loi. Article 3. En cas de non-respect de la présente décision, le promoteur du média en ligne Bénin Web TV s'expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur. Article 4. La présente décision prend effet pour compter de la date de sa signature. Elle sera notifiée au promoteur du média en ligne Bénin Web TV, à l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP, au Centre national d'investigation numérique NIN, à Monsieur le procureur de la République et publié au journal officiel. Nous avons évoqué avec le président de CES un certain nombre de sujets, d'autant plus que j'ai été impressionné par la qualité de l'homme. La qualité de l'homme comme président du CES, et c'est là où je voudrais féliciter son Excellence le président Talon, qui on peut considérer comme un chasseur de tête. Pour recourir au choix en tant que représentant du président au sein du Conseil économique et social, et qui a été élu par ses pairs, c'est vraiment un élément très important. Nous avons évoqué un certain nombre de sujets, dont le principal, c'est de faire connaître le CES et la vision nouvelle du président du CES, et avec la nouvelle structuration du CES qui a des représentations dans les 12 départements. Ça, c'est une nouveauté. Donc, j'ai promis à son Excellence le Président d'organiser une rencontre avec le corps diplomatique afin qu'il y ait un échange. D'abord, faire connaître cette nouvelle dynamique du Conseil, et deuxièmement, voir ce que les autres départements ou des autres ambassades puissent proposer pour accompagner cette dynamique. Pour ce qui est de la coopération avec le Maroc, nous avons évoqué les sujets autour de la culture béninoise et la culture marocaine, et l'éventualité d'organiser un échange artistique. Et puis, nous avons évoqué tout ce qui est lié à la formation professionnelle, tout ce qui est lié aux études, tout ce qui est lié au métier. Tout cela qui représente et qui intéresse le CES, qui est représenté à travers les différentes chambres d'artisanat, les chambres de commerce, les chambres d'industrie et le patronat. Donc, nous voudrait être en phase avec le travail qui est fait par le Conseil économique et social. Et à la fin, je voudrais féliciter Monsieur le Président d'avoir été nommé ou élu par ses pairs à la tête de cette institution, et nous accompagnerons en tant que Royaume du Maroc dans le cadre de l'échange de la coopération qui a toujours existé entre les deux institutions marocaines et béninoises. Effectivement, ça a été une discussion très très riche avec son Excellence le Président du Conseil économique, différents sujets, dont celui des artisans. On va transmettre. Il y a déjà une dynamique qui existe, mais ça nécessite un petit peu que les ministères qui sont en charge de ce genre de sujet puissent se retrouver. Nous avons déjà des contacts très importants avec l'ADET, qui est l'Agence de développement de l'enseignement technique, qui s'intéresse à ce genre de sujet, avec le ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Donc on est en phase avec les besoins du Bénin, et ça ne pourra, les idées de son Excellence le Président du CES ne peuvent que nous accompagner, nous orienter encore davantage pour que le travail qui sera fait, que la coopération qui sera faite sera à la hauteur des orientations des deux chefs d'État, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et son Excellence le Président Talon. J'admire ton travail, tu es une maman adorable. De simples phrases peuvent transformer l'humeur d'une personne, lui porter courage, réconfort et fierté. Les compliments, ces éloges, souvent spontanés,
joue un rôle dans les interactions sociales. Il crée un environnement positif où les individus se sentent valorisés. Les compliments, c'est de mettre quelqu'un en valeur. Si par exemple un employé fait de progrès dans son travail, le patron peut le complimenter. Et si l'élève revient avec son bulletin par exemple, et qu'on voit qu'il a amélioré ses notes en classe, les parents, en tant qu'autorité, ils peuvent le complimenter jusqu'à lui donner des cadeaux. Vous voyez? Donc, c'est une sorte de leadership. C'est une sorte de gestion des ressources, de gestion des ressources humaines et une manière de mieux entretenir la relation interpersonnelle. Par contre, dans le sens inverse, quand vous avez la basse société qui complimente la grande société, cela peut s'apparenter à de la flatterie. Tu as bien fait, du courage, félicitations, tu es un bon garçon. Vous voyez, on doit complimenter par moment. Les compliments sont des expressions de reconnaissance ou d'admiration qui mettent en valeur les qualités d'une personne et lui donnent courage d'aller de l'avant. Ce sont des expressions qui galvanisent le bénéficiaire. Les compliments renforcent les liens d'amitié. Quand vous allez voir, quand vous avez un ami qui sait vous complimenter, et quand les compliments sont bienvenus, alors vous êtes plus attaché à cet ami ou cette amie. Les compliments renforcent les relations d'amitié et les compliments vous font sentir bien. Vous êtes bien motivé pour faire le travail que vous avez à faire. Cet habit te va bien. Tu es très belle. Là, c'est plus authentique. Tu es compétent lorsque tu as fait telle présentation, je trouve que tu es très compétent. Alors, cette manière de complimenter est plus authentique que de dire tu es compétent en l'air. Donc, même je te remercie, merci pour telle chose que tu as fait. Merci pour m'avoir rendu ce service. C'est plus authentique que de dire merci en l'air. Les compliments augmentent le bonheur et le bien-être. C'est important, les compliments, quand vous êtes aussi en contexte d'éducation. Cependant, tous les compliments ne sont pas perçus de la même manière. Certains peuvent être jugés superficiels. Selon le psychologue, trop vanter les mérites d'une personne est nuisible. Alors, les compliments aussi peuvent être négatifs, peuvent apporter de préjudice à celui qui reçoit et à celui qui donne aussi. Quand vous complimentez quelqu'un pour avoir quelque chose, ça entre dans la flatterie. Il y a trop de compliments aussi, cela aussi peut nuire à la personne. Quand vous complimentez trop, cela peut ne pas avoir les effets et cela parfois aussi peut amener la personne, ça peut créer un épuisement psychologique. La personne est en quête de compliments. Ce qui va faire qu'il va faire des choses juste pour avoir des compliments et plus il n'a pas de compliments, plus il est stressé, plus il peut même tomber dans l'anxiété et dans la dépression. Quand il fournit des efforts pour avoir des compliments. On peut être aussi addict aux compliments. Quand on ne me complimente pas, je ne me sens pas bien. Il est important de complimenter quelqu'un de temps en temps, surtout en milieu du travail, pour créer un environnement dans lequel l'agent se sent valorisé. Alors nous exhortons les parents à faire des compliments authentiques, à savoir utiliser les compliments pour avoir le meilleur de leurs enfants. Il faut féliciter les enfants quand ils font de bonnes choses et ne pas se focaliser seulement à des mauvaises actions ou des mauvais actes qu'ils posent. J'exhorte aussi les chefs d'entreprise à savoir poser des compliments au bon moment pour que leurs collaborateurs, leurs employés
soient plus motivés et soient moins stressés dans ce qu'ils font. Plus que de simples échanges verbaux, les compliments en milieu de travail, comme dans le couple, renforcent les liens, donnent de l'assurance. Il ne faudra donc pas s'en priver. C'est peut-être un espoir de paix pour l'Est de la République démocratique du Congo. À la suite de la visite du président Félix Tshisekedi en Angola, Kinshasa a accepté d'entamer des négociations directes avec les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda à Luanda le 18 mars prochain. Cette rencontre placée sous l'égide du président angolais Joao Lourenço devrait apaiser les tensions après plusieurs tentatives de médiation infructueuses. Jusqu'ici, Kinshasa refusait tout dialogue avec le M23. Ce revirement stratégique marque une évolution majeure dans la recherche d'une solution politique au conflit. Parallèlement, au niveau régional, le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC s'ouvrira ce jeudi par vidéoconférence afin d'examiner la situation sécuritaire en RDC. Depuis janvier, les affrontements se sont intensifiés sur place. Le M23 soutenu par le Rwanda a pris successivement le contrôle de Goma puis de Bukavu dans le nord et le sud Kivu. Le gouvernement sud-africain a présenté un nouveau budget qui suscite de nombreuses réactions dans le pays. Parmi les mesures phares, une augmentation progressive de la taxe sur la valeur ajoutée qui passera à 16% d'ici 2027. Le ministre des Finances relativise cette hausse. Le débat est dominé par la proposition d'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée, mais il devrait se focaliser sur la manière dont nous développons l'économie au profit de tous les Sud-Africains. Une économie plus importante, à croissance plus rapide et les ressources fiscales plus importantes qui l'accompagnent nous donneraient une plus grande marge de manœuvre budgétaire pour atteindre davantage nos objectifs de développement. Mais la vérité est que notre économie stagne depuis plus d'une décennie. Cette hausse devrait financer des secteurs clés selon le gouvernement. Un supplément de 28 milliards de rand, soit 1,5 milliard de dollars, sera alloué à la santé. Objectif, embaucher 9 300 soignants et 800 médecins. Une nécessité alors que l'Afrique du Sud fait face aux coupes budgétaires des États-Unis en matière d'aide à la lutte contre le VIH. Pour générer les recettes nécessaires, le gouvernement propose d'augmenter le taux de la TVA d'un demi-point de pourcentage en 2025-2026 et d'un autre demi-point de pourcentage l'année prochaine. Si le budget est adopté, ces mesures entreront en vigueur. En cas de rejet, le gouvernement en place pourrait être contraint à la démission et de nouvelles élections convoquées. L'Union africaine a condamné mercredi l'annonce d'un gouvernement parallèle par les paramilitaires des forces de soutien rapide au Soudan. Cette annonce, selon l'UA, risque de partitionner un pays déjà déchiré par 2 ans de guerre. Les RSF, en conflit avec l'armée soudanaise depuis avril 2023, ont signé une charte fondatrice à Nairobi, l'objectif étant d'établir un gouvernement de paix et d'unité dans les zones qu'ils contrôlent. Cette démarche intervient dans un contexte où la guerre a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 12 millions de personnes. L'Union africaine a ainsi appelé ses membres et la communauté internationale à ne pas reconnaître ce gouvernement. À cause de la guerre, le Soudan est le théâtre d'une crise humanitaire sans précédent. Près de 25 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire. Dans ce contexte, Khartoum a porté plainte contre les Émirats arabes unis devant la Cour internationale de justice, les accusant de soutenir les paramilitaires. Les Émirats ont démenti ces allégations. Une voiture piégée a explosé mardi devant l'hôtel Cairo à Beledweyne au centre de la Somalie. L'attaque revendiquée par le groupe Al-Shabaab a déclenché plusieurs heures d'affrontements.
L'hôtel, abritant des chefs traditionnels et des officiers militaires, a lui été partiellement détruit. Les forces gouvernementales ont neutralisé les assaillants, dont certains se sont fait exploser au sein même du bâtiment. Les victimes incluent des civils, des militaires et des figures locales. Le bilan humain est encore incertain, 6 morts selon certaines sources, au moins 11 morts selon des témoins. Ils nous ont d'abord attaqués avec un véhicule chargé d'explosifs. Comme j'étais de service lors de l'attaque, je me suis battu contre tous ces assaillants. Nous nous sommes battus jusqu'au bout, mais il y avait également des kamikazes et l'un d'entre eux s'est fait exploser, ce qui a provoqué le plus grand nombre de victimes. Malgré les offensives de l'armée et des forces de l'Union africaine, le groupe islamiste reste une menace majeure en Somalie. Al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda, contrôle encore de vastes zones rurales et les conséquences sont lourdes. Pertes humaines, destruction d'infrastructures et un climat de peur qui persiste. L'Union européenne a proposé une nouvelle initiative pour renforcer les expulsions de migrants en situation irrégulière. Elle inclut la création de centres de retour dans des pays tierces où les demandeurs d'asile rejetés seraient envoyés. Ce dispositif, dit système européen des retours, vise à faciliter les expulsions en offrant aux États membres plus de pouvoir pour appliquer les décisions d'expulsion. Il doit être clair que lorsqu'une personne fait l'objet d'une décision d'expulsion, elle est en réalité sommée de quitter non seulement son pays, mais aussi l'ensemble de l'Union européenne. À cette fin, nous donnons aux États membres la possibilité d'exécuter directement ces décisions de retour rendues par un autre État membre, sans avoir à repasser par toutes les procédures. Ces centres de retour restent toutefois controversés. Les groupes de défense des droits des migrants affirment que cela viole le droit d'asile, malgré les arguments de l'Union européenne pour des solutions innovantes face à la pression migratoire. En visite à Maurice, le Premier ministre indien a exposé mercredi sa vision du Sud global. Narendra Modi plaide pour un essor durable de ces pays dont les indices de développement restent faibles. Pour le Sud global, notre vision sera regarder au-delà de la mer, regarder vers l'océan. Cela signifie un progrès mutuel et holistique pour la sécurité et la croissance dans toutes les régions, le commerce et le développement, le renforcement des capacités pour une croissance durable et le sentiment de sécurité mutuelle pour un avenir partagé. Comme pour lier la parole à l'acte, l'Inde et Maurice ont paraphé des contrats dans divers domaines. Les liens entre les deux pays recevant le statut de partenariat stratégique renforcé. La signature des accords clés dans des secteurs très variés tels que ceux dont nous venons d'être témoins aujourd'hui, couvrant des secteurs aussi divers que les enquêtes criminelles, la surveillance du trafic maritime, les infrastructures, la diplomatie, le commerce, le renforcement des capacités, la finance et l'économie océanique, ainsi que la remise des cartes de navigation que nous venons de voir, renforce encore nos relations bilatérales déjà excellentes. Le Premier ministre indien est arrivé à Port-Louis alors que Maurice célébrait le 57e anniversaire de son indépendance. Depuis mardi, la Chine, l'Iran et la Russie mènent des exercices navals conjoints dans le golfe d'Oman, près du détroit stratégique d'Ormuz. Baptisé Maritime Security Belt 2025, ces manœuvres visent à renforcer la coopération militaire entre ces trois pays. Le détroit d'Ormuz, crucial pour le commerce pétrolier, étant une zone délicate.
L'objectif de ces exercices est d'attirer et d'encourager la coopération de pays qui partagent les mêmes idées et ont des intérêts dans la partie septentrionale de l'océan Indien. Nous organisons ces exercices depuis 7 ans avec les marines de la Fédération de Russie et ceux de la République populaire de Chine. Ces manœuvres interviennent dans un contexte où l'Iran cherche à affirmer son rôle dans la sécurisation des voies maritimes régionales. Les pays extra-régionaux font beaucoup d'allégations. Mais pour nous, ce qui compte, c'est que notre détermination à défendre nos intérêts et notre coopération avec des pays partageant nos idées, elle se renforce. Nous espérons vraiment que cette coalition s'élargira. Ces manœuvres démontrent la volonté de Téhéran de renforcer ses alliances face aux pressions internationales. Alors que celle-ci persiste, la coopération entre l'Iran, la Russie et la Chine pourrait redéfinir les équilibres stratégiques dans le golfe d'Oman et au-delà.